Jeffrey Dean Morgan. Voilà, j'ai juste ça à dire. Jeffrey Dean Morgan. Depuis combien de temps, messieurs, dames? Depuis combien de temps, depuis combien d'années on attendait de voir Jeffrey Dean Morgan, qui faisait quand même pas mal d'appels du pied, hein, du côté de The Boys. Ça y est, c'est acté. Il fait maintenant partie des garçons. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Bonsoir, messieurs, dames. On va évidemment en reparler puisqu'on l'a pas beaucoup vu sur ces 3 premiers épisodes. Mais son rôle sera, à mon avis, important. La saison 4 de The Boys, donc, qui vient de sortir aujourd'hui. Nous sommes jeudi 13 juin 2024. Vous regarderez très probablement cette vidéo plus tard, puisque qui dit 3 épisodes à rattraper dit 3 heures avec The Boys, puisque c'est des épisodes d'une relativement longue durée. Donc je pense que les gens sur la chaîne secondaire YouTube seront plus à même de voir la rediff que ce live à l'instant T. Effectivement, puisque là je m'adresse à ceux qui ont vu les 3 premiers épisodes. Et merci mon Alan pour les 200 bits, merci beaucoup. Bon là Ivan, je mate à peine la saison 3. Voilà, c'est pour ça, je le redis, il va y avoir des spoilers. C'est bien Alan que tu le précises. Si vous êtes dans la saison 3, si vous n'avez pas encore vu les 3 premiers de la saison 4, ou un épisode, ou 2, et que vous voulez pas tout vous spoiler, évidemment, quittez au maximum. Vous pouvez laisser le petit lurk pour le live, vous revenez sur la rediff après, évidemment. Ça fait plaisir. Mais surtout, ne vous spoilez pas de Boys, je vais pas parler comme ça tout le temps, qui commence bien, j'ai envie de dire, qui commence bien, voire même très bien. Bah évidemment, quand on commence comme ça avec le sourire d'Anthony Starr, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose d'assez inouï. Bon départ, je trouve, bon démarrage pour la saison 4 de The Boys. Peut-être pas aussi grandiloquent et aussi borderline que j'ai trouvé les saisons précédentes, mais c'est normal, on peut pas toujours se reposer sur ses acquis. Étant donné ce que nous avait donné The Boys déjà dans les saisons précédentes, comment tu peux faire plus trash et plus improbable qu'un mini-mec dans un pénis ou un hérogasme? Compliqué. Voilà. Hein. Forcément, hein, de pouvoir faire toujours plus fun, borderline, délirant et complètement dingo. Mais, bonne nuit à toi, mon Cébou. Merci beaucoup d'être passé dire bonjour. Voilà, c'est quand même assez compliqué hein, d'aller chercher plus loin. Moi, c'est la première chose que j'ai envie de dire sur ces 3 premiers épisodes. Dites-moi dans le chat effectivement si vous l'avez ressenti de la même manière. Déjà, dites-moi dans le chat qui a pu voir les 3 premiers épisodes. J'ai trouvé que c'était non pas plus calme, mais beaucoup plus dans la psychologie. Alors, les premières saisons le faisaient évidemment, hein, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dans la psyché, la psychologie des personnages et la suite logique des traumas et du traitement des personnages, et aussi beaucoup plus orienté politique. Là, on y est énormément quand même, dans la politique, avec tout un tas de protagonistes différents, et la lutte entre, on a beaucoup de parallèles qui peuvent se faire sur la politique réelle, évidemment. Le peuple pro-Homelander et le peuple pro-Stella, on le cite assez régulièrement, hein, le peuple pro-Stella qui pourrait être plus qualifié gauche, extrême gauche, c'est-à-dire démocrate, partisan LGBT, etc., avec ce style de valeur. Et puis d'un autre côté, l'Amérique beaucoup plus puritaine, hein, l'Amérique beaucoup plus dure, beaucoup plus droite, du côté républicain justement du Homelander, et puis de la manière effectivement de voir les choses, de voir l'Amérique, d'être dans une espèce de violence assez extrême de la part des deux parties. J'ai trouvé que ces 3 épisodes étaient moins dans le fun, barré, délirant, etc., qu'on peut avoir en général dans The Boys, même s'il y a quelques séquences qui le dévoilent, plus que dans cet esprit très politique et très tourment des personnages. Alors là, je le montre évidemment avec le Homelander, mais vis-à-vis euh, comment dire, vis-à-vis de son traitement en tant que père et son lien avec l'amour excessif, etc., sa recherche constante de questionnement sur lui-même, sur la vieillesse, sur son rôle en tant que leader, sur son rôle paternel, sur l'amour qu'on lui donne et qu'il est incapable ou non de donner, sur sa recherche constante d'amour. Bon, voilà, ça, on va en parler évidemment énormément. C'est la suite logique de tout ce qu'on avait vu dans les dernières saisons. Ryan, bon ou mauvais, une bonne chose ou pas de faire partie de Vought et de faire partie justement de cette tour, les limites aussi de qui va tuer ou non, de ce qu'on peut faire ou non, des sauvetages ou non, de la vision aussi de l'être humain, c'est toutes des thématiques qu'on aborde. Et puis il y a aussi des traitements assez inattendus qui ont fait un petit peu polémiquer, même si pour le coup il n'y avait pas vraiment de raison de polémiquer, notamment autour de Kimiko, Frenchie, etc. On va y revenir.
Mais oui, c'est beaucoup plus dans les traitements des personnages, pareil pour A-Train et sa famille, etc., plus que dans le fun. En termes de Borderline, ces 3 épisodes, il y en... Non, il y en ont et pas un peu, je trouve. Alors, j'ai pas compris ton message, Mike. En termes de Borderline, ces 3 épisodes, il y en a et pas un peu, je trouve. J'ai pas compris ton message. Redis-moi, mon Mike. Il y a évidemment du borderline. Alors, il y a effectivement du borderline et du fun. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. C'est la marque de The Boys, on le sait. Je pense que le truc le plus trash, et ça, Mike, à mon avis, tu vas avoir la ref, c'est la ref à Human Centipede. Puisque lors d'un plan, on découvre qu'un homme est capable de se dédoubler, c'est-à-dire se diviser en deux pour se dédoubler un petit peu à l'infini. Et c'est un mec qui est amoureux d'une nouvelle nana qui va faire partie des 7, une super. Et il a rien trouvé de mieux en fait que de se foutre à 4 pattes et de se branler sur la photo pendant que tous ses doubles lui bouffent le fion. Et ainsi de suite à la queue leu-leu. C'est pour ça que je disais sur Twitter, bonjour Human Centipede, on n'est pas très loin, sauf que là c'est visiblement que du plaisir, en tout cas pour lui. Ça c'est glauque. Mais ça c'est The Boys, voilà. C'est-à-dire que sur 3 épisodes, il fallait au moins accueter la scène qui te donne la gerbe et qui est ignoble à regarder, parce que forcément, des gros plans sur le bonhomme qui sort du fiac de lui-même, enfin c'est des trucs hyper glauques. Et forcément, oui, ça dans The Boys, t'es obligé d'avoir ce truc un peu délirant. Le côté très délirant aussi qu'on a eu dans l'épisode 3, c'est, alors qui est justement ce que fait souvent The Boys, c'est mêler entre guillemets l'univers réel et leur univers à eux. C'est-à-dire, on peut avoir des références sur Shia LaBeouf. Il y a une ref à Shia LaBeouf où tu as The Deep qui dit Ah, c'est marrant que tu parles de Transformers 2 parce que Shia, c'est un pote à moi. Il voulait que je joue dans Honey Boy 2. Le scénario était à chier. Donc, on a souvent ces trucs-là. On a une apparition de Will Ferrell qui joue son propre rôle parce qu'il joue un film avec A-Train. Et il y a une séquence que j'ai beaucoup appréciée dans l'épisode 3, je crois, qui est une comédie musicale un peu Holiday on Ice, c'est-à-dire en patinage artistique, où ça, c'est le truc qui est zinzin parce que non seulement c'est un spectacle de Noël, mais avec les personnages du Homelander et tout, sauf que le Homelander, il est en train de chasser Yui à ce moment-là. Et il se trouve que Yui lui met de la lumière dans les yeux ou un autre personnage, et puis en fait, il perd le contrôle de sa vision laser et il découpe le personnage principal en deux. Alors ça part en pugilat total où les mecs essaient de se barrer, sauver leur vie. Il y en a un, je sais plus, un mec sur la patinoire qui décapite à peu près tout le monde avec la lame de son patin à glace parce qu'il essaie de se barrer à gogo. Voilà, ça c'est du The Boys. Ils meurent tous comme des cons les uns à la suite des autres. Il y en a une, elle est à 4 pattes par terre, elle se fait couper les doigts par un truc de patinage artistique. Il y a encore ce côté The Boys où de temps en temps on a des scènes où on est mort de rire, c'est trash, c'est gore, c'est violent. Mais moi je suis d'accord avec le roi Aragorn qui nous dit moi ça me dérange pas que ce soit moins borderline, j'aime bien le côté plus introspectif. Je suis d'accord. Et je trouve que là, on est vraiment au cœur des personnages. On est vraiment au cœur des personnages, on est au cœur de l'introspection de tous. C'est une série, je trouve, qui est extrêmement bien écrite, The Boys, parce que on le voit depuis les 3 premières saisons. Faut quand même partir d'un procédé qui est, il y a énormément de protagonistes et tous ont le droit justement à du temps d'antenne. Tous ont le droit à une éthique et à un scénario. Même The Deep, avec Ambrosius, quand on pense au côté encore un peu fun décalé, là Ambrosius, elle a quand même une voix. Et alors attendez, je vais vous redonner le nom de l'actrice parce que c'est quand même pas n'importe qui. Ambrosius maintenant donc a une voix qu'on entend. Et la voix d'Ambrosius, c'est celle de Tilda Swinton, qui jouait notamment dans Doctor Strange, qui était ou les Avengers, etc., qui était la femme au pouvoir, qui a joué dans Le Monde de Narnia, dans Constantine, etc., Only Lovers Left Alive, et c'est effectivement Tilda Swinton qui fait la voix c'est la femme chose, la sorcière blanche, ouais, qui fait donc la voix d'Ambrosius. Donc comme quoi, hein, même là-dedans, dans le côté décalé, on arrive à mettre un petit peu de casting intéressant. Je m'en suis douté, moi. Quand j'ai vu qu'ils avaient mis sa voix, je me suis dit, ils n'ont pas dû mettre n'importe qui. Et même là, on travaille un petit peu la psychologie de The Deep, qui est partagée avec l'idée... Alors, la phrase est folle, mais qui est partagée en fait avec l'idée de reprendre sa vie où il l'a laissée et puis de filer le grand amour dans les récifs avec une pieuvre.
Sans commentaire. On a aussi... mais c'est bien parce qu'il est bien travaillé là-dessus. On a de nouveaux personnages, notamment, je crois, Sister Sage. Il me semble bien hein, que c'est son nom. Qui est la femme la plus intelligente du monde, qui va aider le Homelander. Donc ça permet en fait de retravailler le Homelander en étant en mode, ça y est, il est toujours au sommet de la chaîne alimentaire, mais il a quelqu'un pour le conseiller. Donc il est un peu obligé de faire la part des choses à certains moments, ça lui donne une nuance assez intéressante. Elle, on va beaucoup la travailler aussi parce que forcément, c'est une nana hyper brillante qui permet de travailler tous les protagonistes autour, notamment The Deep, où elle lui dit non, mais te laisse pas faire comme ça parce qu'il est pris vraiment pour un con. A-Train continue, je trouve, un petit peu son chemin de la rédemption. Vraiment. On a et c'est ça qui je trouve est très fort, c'est que on arrive à travailler tous ces protagonistes alors qu'il y en a énormément, même du côté des boys, toujours avec la crème qui va avoir aussi l'objectif de retrouver le beau-père de sa fille, puisque sa fille prend vraiment mal le fait que son beau-père a été évincé par son ex, probablement dû au fait que ça devient un fan hardcore du Homelander. Bon, il termine pas très bien, ça permet de développer un petit peu la crème. L'amitié entre la crème et Butcher est extrêmement travaillée aussi, notamment sur le fait que Butcher va être viré, etc., qu'on est de moins en moins d'accord avec ses méthodes. Lui va se retrouver un côté un peu paternel avec Ryan en certains moments, et effectivement va pouvoir travailler un petit peu sa tristesse d'une mort qui semble inéluctable. Voilà, il y a beaucoup... Yui et Simon Pegg, puisqu'on retrouve Simon Pegg dans le coma, mais on retrouve Simon Pegg, il y a un travail aussi au niveau de sa mère, au niveau de son père. Moi, je trouve que c'est l'un des gros points forts de la série, c'est d'être capable de travailler autant de personnages. Même le nouveau Black Noir est une assurance comique qui essaie absolument de trouver, mais voilà, on veut rentrer dans le personnage de Black Noir. Comment était Black Noir? Est-ce qu'il avait un personnage? Est-ce qu'il avait une playlist qu'il utilisait pour ceci, pour cela, pour se mettre dans le rôle? Même un rôle aussi anecdotique que celui-là a un temps d'antenne. Donc, et ça donne un point de vue encore plus humoristique. Et on garde encore une fois ce côté très... ouais, totalement par moment introspectif et par moment borderline, où en gros... Mais là, moi je trouve la scène est folle. Le Homelander en a marre en fait qu'on lui donne toujours gain de cause. C'est-à-dire que là, ça y est, il a un petit peu évolué et il en a absolument ras-le-bol en fait que les gens lui disent toujours amen à tout. C'est aussi pour ça qu'il va aller voir Sister Sage, c'est parce qu'elle est capable de lui dire écoute, t'as pas l'air bien, je sens que voilà, je crois qu'elle lui sort une phrase du style ta mauvaise haleine, ça montre que tu fais plus attention à toi. Bon, globalement, on sent qu'il y a un mal-être intérieur, t'as besoin d'amour, mais t'es pas capable de le donner, tu sais pas où te placer. Et elle, en fait, est capable de lui dire ses vérités. C'est pour ça, justement, qu'il va y avoir un lien intéressant entre les deux et qu'elle va rentrer dans les 7. Mais il y a une séquence où lui, justement, commence à en avoir marre, où, très naturellement, le Homelander, il est là et il donne un argument et tout le monde lui dit c'est génial et lui, il n'en peut plus. Et en fait, pour prouver ce qu'il a envie de prouver, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit pour les gens, ça va être lumineux, il dit à The Deep, écoute, tu vas aller sucer A-Train. Et c'est tout. Et il y a une espèce de tension dans cette scène qui est extrêmement bien mise en scène, parce que ça part de l'incompréhension des personnages, de la peur des personnages pour le Homelander, parce qu'ils sont tous terrifiés du Homelander, et le Homelander qui est là, qui dit, non, non, tu vas lui sucer la queue. Allez, va lui sucer la bite, déboutonne son truc, et voilà. Et au moment où The Deep est sur le point de le faire, l'autre, il lui dit, vas-y, relève-toi, c'est bon, j'en ai marre. Et en fait, le Homelander se barre en disant, vous êtes que des pigeons, j'en ai marre qu'on me donne la gain de cause sans arrêt. Et je trouve que c'est à la fois subtil et pas subtil pour un sou, parce que là, on est dans du fun borderline, mais en même temps, on est dans un côté très psychologique. J'ai trouvé que cette scène-là avait une tension, une mise en scène excellente. Il n'y a pas forcément là 3 épisodes où je vais beaucoup parler de la mise en scène, des effets spéciaux, de la réal, parce que c'est dans l'idée de tout ce qu'on avait dans The Boys jusque-là. Il n'y a rien qui sorte du lot particulièrement. Mais ça reste de bonne facture, évidemment. Hein. C'est The Boys, donc on sait qu'ils font le travail là-dessus. Par contre, sur cette science de la mise en scène-là et de la tension, je trouve que arborer cette scène-là pour tout ce que ça veut prôner au niveau des personnages est très forte. Et alors oui, Roawin, tu posais la question, Cyril l'a dit à ma place, hein, mais Jérôme Powell fait un travail incroyable, comme Anthony Starr.
de toute façon, comme Anthony Starr, qui est fantastique. Mais oui, Jérôme Powell est somptueux. Jean-Pierre Miquel, j'en parle pas. C'est pareil, en Butcher, tu sens qu'il s'éclate, c'est génial. Voilà, c'est aussi un très bon travail au niveau de la VF, hein. Mais Jérôme Powell, c'est merveilleux. Jérôme Powell, moi, c'est vraiment, pour moi, c'est une icône absolue. Donc, l'un des meilleurs moments de ma vie, d'ailleurs, de le rencontrer, où c'est immédiatement ton pote. C'est genre, il te met tellement bien à l'aise, il est tellement agréable. Et puis, voilà, il sait tout faire. Parce que Anthony Starr et John Berntal, c'est pas du tout le même délire. Alors, Steve Stifler, j'en parle même pas. Mais ouais. Si on doit parler de mise en scène, parlons de l'une des dernières scènes du Homelander devant son miroir. Meilleure scène. Alors oui, ça, je suis d'accord. J'attendais pour en parler, on peut le faire tout de suite. Au niveau de l'acting, effectivement, j'en parlais, l'acting est bon pour à peu près voilà, chaque protagoniste, hein. C'est vrai qu'on est sur des choses beaucoup plus politiques et assez différentes de ce qu'on avait vu dans les 3 premières saisons, et beaucoup de trauma, je trouve. Beaucoup d'introspection, on voit beaucoup plus les fêlures des personnages qu'avant. Il y a une séquence qui est une reprise un petit peu, hein, de ce qu'avait fait déjà Anthony Starr dans les saisons précédentes, où il était tout seul face à son miroir, où là, et en plus c'est tellement intelligent, il y a une séquence où le miroir va le rappeler, parce que le miroir, c'est un peu sa conscience qui lui dit quoi faire, parce que le mec est complètement pété de la tronche, sauf que le miroir, il l'a pété au cours d'une dispute avec Ryan. Et ce que je trouve très intelligent, c'est que le miroir est cassé en 5, et que dans le miroir, il voit 5 facettes de lui-même qui sont pas les mêmes. Il y en a un qui fait la gueule, il y en a un qui est fou, il y en a un qui est triste, il y en a un qui est jovial, il y en a un qui est en train de le conseiller, et lui, il est en face, tu sens qu'il n'a pas envie d'écouter ça, qu'il pose des questions, il ne sait pas quoi faire, et chaque parcelle de sa personnalité lui répondre. En termes de mise en scène, c'est génial, mais en termes d'acting, parce que voir le miroir brisé, etc., avec les 5, fallait le trouver, mais en termes d'acting, le mec est capable en fait de faire 6 rôles en un. C'est exceptionnel. Alors Anthony Starr, ça fait depuis la saison 2 surtout, déjà la saison 1 il était fort, mais surtout depuis la saison 2 qu'on dit qu'Anthony Starr, je me souviens de la scène où il passe de rire à pleurer quand Ryan est avec Butcher dans un bois, etc., qui est somptueuse. La scène où il se branle en disant « je peux faire absolument tout ce que je veux en haut d'un building ». T'as quoi d'autre? La saison 3 où forcément là c'est pareil, c'est l'avènement du Homelander, alors il est absolument iconique, mais alors là, il porte la série, moi je trouve que le Homelander porte la série sur ses épaules, vraiment. Il y a des thématiques un peu plus éloignées, je trouve que paradoxalement Butcher on en parle, mais on le voit peu, je trouve. On va reparler de Jeffrey Dean Morgan aussi, on le voit presque pas, mais il reste encore pas mal d'épisodes. Je trouve que là, tout est misé dans ces 3 premiers épisodes-là, ou presque, sur la politique et sur le cas du Homelander. Voilà, il y a beaucoup d'impact politique aussi, notamment vis-à-vis de l'avenir des super, vis-à-vis des politiciens qu'on avait déjà vus dans les épisodes précédents, vis-à-vis des thématiques abordées par rapport à Vought, etc. On en apprend un peu plus sur les sauvetages aussi, où il y a beaucoup en fait de sauvetages qui sont scriptés, c'est-à-dire on les filme sur fond vert, etc. Et après on les diffuse pour faire croire que les super sauvent des gens. Donc on en est limite là à se dire, ont-ils déjà ne serait-ce que sauvé quelqu'un? On apprend qu'A-Train, par exemple, n'a jamais sauvé personne. Il se rapproche quand même pas mal de la fraude, hein, vis-à-vis des super. Et ça, c'est très malin, parce qu'effectivement, on travaille encore plein de personnages, et on sent que de ce point de vue politique, anti-vote, toujours politiquement incorrect, on y est. Mais là, la mainmise est vraiment, je trouve, sur la relation entre Ryan et le Homelander, les états d'âme du Homelander, leur rapprochement vis-à-vis de Butcher qui navigue beaucoup autour de cette intrigue-là. Et c'est vrai que moi, Butcher, en fait, moi, tu vois, Mike, je trouve qu'on le voit peu. Mais, alors, on le voit ce qu'il faut, je suis d'accord, mais il arrive à être omniprésent sans qu'on le voit beaucoup. Ça, c'est peut-être l'effet que ça t'a fait, en fait, Mike, tu vois, c'est de se dire, il y a beaucoup de séquences où on en parle, où c'est Ryan et le Homelander. La dernière séquence de l'épisode 3 où il se fout sur la gueule, limite Ryan et son père, c'est parce qu'il parle de Butcher. Il a cette aura naturelle et il a suffisamment de texte et d'écrits dans la série pour qu'on en parle, mais qu'on n'est pas obligé forcément de le voir. Donc ça, c'est intéressant. Mais j'ai trouvé que finalement, on le voyait assez peu. La petite nuance que j'ai, et je lirai le message de mon yaya juste après vous avoir posé la question, comme ça je vous demanderai votre avis dans le chat. Qu'avez-vous pensé de Ryan dans l'épisode? Et est-ce que pour vous, vous êtes un petit peu... Enfin, on va voir un petit peu comment ça se déroule, mais
j'ai un peu cette frustration de me dire, j'aurais aimé que Ryan embrasse plus le côté obscur. On en arrive à un stade où, en fait, là, dès l'épisode 1, on nous montre clairement que Ryan n'est pas fait pour ça, qu'il a un statut humain, que tuer, c'est pas son truc, qu'il n'est pas forcément en accord avec les dires de son père, qu'il est attaché à Butcher, etc. Ce qui est raccord avec ce qu'on avait vu avant, mais peu avec le dernier plan où son père bute un mec et finalement, lui, il termine la série avec un sourire. J'ai trouvé que ça manque peut-être un petit peu, on l'aura peut-être ensuite, mais le démarrage manque peut-être un petit peu de nuance parce que l'acteur est très bon. Le traitement de ce qu'on essaie de lui proposer, c'est-à-dire pas un anti-Homelander, mais vraiment quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le fait d'être un peu dans l'obscur. Euh, on va voir. Soit, comme dit Mike, c'est crescendo et il va basculer du côté obscur petit à petit. Soit, malheureusement, je ne sais pas comment c'est dans les comics, donc je ne peux pas dire, il va rebasculer du côté du bien, parce que ces 3 épisodes nous le laissent un petit peu imaginer. Et faudra voir un petit peu la suite. D'un côté comme de l'autre. Si finalement tout ça, ça amène de la haine en lui et qu'il passe vraiment du côté obscur, je me suis même demandé s'il n'allait pas peut-être être le responsable de la mort du Homelander, devenir calife à la place du calife, hein, c'est-à-dire le mec globalement devient tellement embourbé par la haine qu'il serait capable de buter son père pour devenir pire. Pas la première fois qu'on verrait quelque chose comme ça. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir simplement, finalement, je bascule du côté obscur complet et je suis avec le Homelander. Ou il peut y avoir d'un autre côté, finalement, je rebascule du côté du bien, comme ça a l'air de le proposer là. D'un côté comme de l'autre, on verra. Mais je trouve qu'il y a le petit défaut de ces 3 épisodes-là quand même, qui est ça manque de nuances. Je trouve qu'il a des questionnements, etc., que j'attendais peut-être au niveau de l'épisode 3-4. Et j'aurais aimé au moment des épisodes 1 et 2, il soit beaucoup plus sûr de lui et qu'on voit plus d'alchimie avec Anthony Starr, beaucoup plus d'alchimie avec le Homelander, et que finalement, ce visage brutal qu'il avait sur les posters, etc., on le devine plus tôt pour que la nuance soit un peu meilleure tout de suite. Parce que là, je trouve que finalement, il épouse pas ce côté Homelander, qui était la promesse de la fin de saison 3. Alors, il faudra que ça évolue. Et si ça évolue en bien ou en mal, on fera le constat à la fin. Là, c'est évidemment pas une réflexion sur l'ensemble de son évolution. C'est une réflexion sur les 3 premiers épisodes où je trouve que ça manquait peut-être un peu de nuance. Le tournage de Jurassic World, ouais, j'ai vu, il a commencé. Le film raconterait une équipe de gens bloqués sur une île, donc retour aux sources. Moi, je suis pas chaud du tout. Alors, ce serait à Malte, en Thaïlande et en Angleterre. Mais en Angleterre, ça doit être pour dans des studios. À mon avis, la Thaïlande, ce serait sur une île. Moi, je suis pas hype, Yaya, parce qu'en fait, je me dis, Jurassic World, 90% des films et des séries, c'était sur une île. Et là, donc, du coup, on va se remettre sur une île. Ça fait un peu aveu d'échec. Donc, je suis pas forcément chaud. Ce serait 3 adultes et 3 ados en plus. Donc, bon, j'espère qu'il y a beaucoup plus de nuances dans l'histoire. Parce que là, comme ça, à proprement en parler, ça a tendance à pas être hyper chaud sur la narration. Moi, j'ai été surpris, mais je pense que ça va évoluer parce qu'oublions pas, sa mère avec qui il a toujours vécu est humaine, il faut du temps, contrairement au Homelander. Oui, ça c'est possible aussi. Après, là, on sait qu'il s'est passé plusieurs mois. Il y a eu pas mal de... Alors, on le voit par rapport à comment Ryan a grandi, on imagine que là, entre la fin des événements de la saison 3 et maintenant, il y a eu quelques mois qui se sont passés. J'aurais pensé que il aurait déjà commandé à se débrider un peu. J'avoue qu'en regardant les épisodes, ça m'a fait peur que le mec redevienne face. On voit les fans de catch. Alors que dans la dernière scène de saison 3, le mec prend son pied après avoir vu un meurtre. J'espère qu'il va pas turn, ça va gâcher cette exceptionnelle fin de saison 3. Moi, je suis comme Roawin. Moi, je veux que ce soit un partisan du mal. Je trouve que c'est plus couillu et que c'est plus raccord avec l'histoire. C'est un gamin qui a perdu sa mère, qui va être endoctriné par Vought. Butcher a plus longtemps à vivre. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. On verra. Si à un moment donné, il y a vraiment ce côté rédemption, moi je pense que d'autres personnages le mériteraient avant lui. Je suis pas forcément convaincu que lui, ce soit une bonne chose. Un mec, par exemple, comme A-Train, j'aimerais voir une vraie évolution. Lui, oui, A-Train, je pense que lui mérite d'avoir possiblement... A-Train, au vu des épisodes, je ne pense pas qu'il va durer très longtemps. Je mise en théorie sur une mort de A-Train. Et dans la mesure où là, il commence de plus en plus à prendre le côté des boys et à essayer d'avoir une rédemption pour son frère et autres. Moi, je miserais plus sur un A-Train, par exemple, pour une belle reconversion. Alors pareil, dans le côté manque de nuances, ça vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que c'est très drôle, vous vous doutez bien que ça a fait chier tout le monde, hein, l'homophobe notoire était en PLS.
l'homophobe notoire n'avait déjà pas vu, à mon avis, la saison 2 et n'avait pas compris le personnage, parce que si vous avez compris le personnage, bah, il n'y a rien de choquant. Et pourtant, je suis un peu déçu du traitement, vous allez voir. Nous apprenons que Frenchie, alors, a un crush pour un homme, Colin, qui est un nouvel arrivant de la saison, et avec qui il va avoir une relation tout au long des 3 épisodes. Seul problème, c'est que visiblement, ce mec-là, il a une relation avec lui alors que il a tué toute sa famille. Frenchie a tué toute la famille de Colin. Donc il y a toujours ce parallèle où Frenchie bascule, lui, de plus en plus du côté de la drogue pour oublier. Et il y a énormément de narration avec Kimiko où on sent qu'ils s'éloignent parce que les deux naviguent sur des chemins différents. Ils ont tous les deux leurs secrets et des choses qui ne peuvent pas se dévoiler. C'est dit dans la saison 2 hein, que Frenchie est bisexuel. Donc là, il n'y a pas de problème. Juste, soyons tout à fait clairs, à part les homophobes que ça va faire chier ou ceux qui vont crier au wokisme, etc., encore à gogo, si dans les comics c'est comme ça, c'est comme ça, et dans la saison 2, on le sait qu'il est bisexuel, donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave non plus, comment dire, que Frenchie et Kimiko ne soient pas ensemble, parce que si on regarde bien la saison 3, Frenchie et Kimiko se le disent. Ils échangent un baiser, mais ils se le disent que c'est pas ce genre d'amour-là. Donc faut pas non plus être déçu de « Oh bah non, on n'aura pas Frenchie et Kimiko, fait chier ». C'est écrit, c'est comme ça, ils sont écrits comme ça, et ils le disent à la fin de la saison 3, qui est un épisode somptueux d'ailleurs dans la saison 3, je crois que c'est l'épisode un peu en comédie musicale, où ils échangent un baiser, mais tu sais que c'est pas ce genre d'amour-là. Donc pas de raison d'être déçu de ça, pas de raison d'être déçu du fait que Frenchie soit bi, hein, parce que ça sort pas de nulle part. La seule chose qui me déçoit dans ce traitement, c'est exactement le même principe que Ryan, c'est trop abrupt. On voit le mec, et dans la scène suivante, il se caresse déjà la main. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, et il y a déjà un truc. Et finalement, ils s'emballent dès la fin de l'épisode 1, et on les voit coucher ensemble dès l'épisode... Je pense que ça aurait gagné à être traité de manière plus longue, pour qu'on apprenne à découvrir qui est l'autre personnage, pour qu'on devine ses motivations, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur les deux, pour qu'on voit un petit peu plus le côté tiraillé de Frenchie, des choses comme ça. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. De la même manière que Ryan et de la même manière que Jeffrey Dean Morgan, on va en reparler, je trouve qu'au niveau des nouveaux personnages, il y a certains récits, parce que tu peux pas évidemment avoir le temps de parler de tout, sinon il te faudrait 1h30, il y a des segments trop abrupts. Voilà, moi, c'est le problème que j'ai eu, c'est on ne sait pas qui c'est. Et en fait, c'est joué d'une telle manière pour Frenchie, en fait, ça a l'air d'être le point le plus difficile qu'il lui a à faire dans sa vie. Mais comment tu veux que nous, on soit pris et emporté dans l'émotion, sachant que le gars, on le connaît pas. Vous vous êtes échangé 2 regards, on le voit dès les 2 premiers regards qu'il y a un truc, mais c'est trop abrupt. Et on n'a pas le temps d'aller chercher plus de narration là-dessus. Donc moi, le problème Kimiko n'en est pas un. Le problème bisexuel n'en est pas un. C'est le problème d'écriture, de narration et on n'a pas pris assez le temps, quoi. Ils sont trop beaux en frères et sœurs. C'est ce que je disais dans ma vidéo, hein, on est passé de différents styles d'amour hein, entre Kimiko et Frenchie, puis à la fin de la saison 3, on voit que finalement c'est pas ce type d'amour-là, mais c'est un amour qui est quand même très fort. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant dans l'alchimie qu'ils ont. Lui, il peut pas parler de ce qu'il a fait à Colin. Elle peut pas parler de son passé avec les enfants kidnappés, la nana qu'elle retrouve, etc., qui se souvient de Kimiko. Il navigue finalement autour d'une tristesse assez similaire, de secrets qui sont pas les mêmes, mais qui en ont et qui les rapprochent, mais en même temps les éloignent. C'est une intelligence d'écriture, ça. J'ai eu le même problème que toi, genre on a une ellipse et ça te dit comme ça que Frenchie a baisé un type. J'aurais préféré qu'il rencontre ce type dans la saison. Ça aurait été plus intéressant si on voyait cette rencontre et que Frenchie découvre qu'il a tué sa famille. Ouais, moi je pense que ça aurait été un peu plus intéressant de gagner en temps. Gagner en temps et être un peu plus étudié. Parce que là, c'est vrai que si vous regardez les épisodes, hein, pour tous ceux qui n'ont pas vu comme Preach ou Roa, c'est vraiment le personnage qui arrive, 2 regards, Frenchie va le rejoindre dans les chiottes, ça se caresse un petit peu les mains, c'est sur le point de s'emballer. La scène suivante, on les voit, ils sont en difficulté, et puis Frenchie vient sauver Colin et il lui roule une pelle. La séquence d'après, il ken. Et pour un mec que t'as jamais rencontré, alors déjà pour les gens qui savaient pas ou qui avaient oublié que Frenchie était bi, t'es là, tu fais ah bon? Parce que il y avait le duo avec Kimiko quand même, donc tu te dis ah. Mais l'exécution est très rapide.
Encore une fois, il y a 14 000 personnages là-dedans, donc voilà, ils peuvent pas trop en parler, mais idem. Alors là, bon, moi, c'est mon avis, parce que quand je vois déjà ce qu'ils font avec Will Ferrell, où Will Ferrell, il a le droit à une apparition un petit peu grandiloquente parce que c'est un guest star, moi, je trouve que l'apparition de Jeffrey Dean Morgan est un peu loupée. Ils en ont pas fait assez. C'est-à-dire qu'on voit Butcher dans une salle d'attente, puis on entend un mec l'appeler, puis la caméra arrive et c'est Jeffrey Dean Morgan. Un acteur de cette trempe-là, je trouve qu'en termes de mise en scène et de réal, ça méritait une introduction un peu plus surprenante, peut-être un petit peu plus grandiloquente, et en lien vraiment avec les boys. C'est-à-dire petite musique de fond, où tu peux utiliser une musique extra-diégétique, ou une séquence un petit peu plus impactante. J'ai trouvé que là, Jeffrey Dean Morgan doit être là 6 minutes, vraiment, 2 fois 3 minutes dans les 3 épisodes. Il aura un rôle, à mon avis, très important. Lui part du principe que Ryan, il faut le récupérer du Homelander et en faire une arme, ou le tuer. C'est soit t'en fais une arme pour le bien, pour être capable de tuer le Homelander, soit tu le butes. Butcher préfère que Ryan en fait vive sa vie normale et ait de la liberté. À savoir que Butcher et le personnage de Jeffrey Dean Morgan sont très potes, donc voilà. Mais moi, ouais, je pense que ça méritait un meilleur build pour Jeffrey Dean Morgan. Parce que c'est vrai qu'un acteur de cette trempe-là, bah, on sait très bien que c'est pas n'importe qui. On sait que c'est un mec qui voulait être dans The Boys depuis longtemps, qui est un petit peu fan de la série. Je me demande même si les comics, il les a pas eus. C'était Negan dans Walking Dead. Le mec, il est pas du tout à l'arrêt, hein, parce qu'il fait Dead City. Enfin, ouais, je me dis que bon, ça méritait peut-être une arrivée un peu plus grandiose. Mais ça, c'est d'un point de vue vraiment fan aussi, même si je pense que la série était capable. Fallait le faire subtilement, ce genre de truc homo. Dans les autres séries télé, c'est bien fait. Là, c'est très brut. Bah, c'est même pas question que ce soit un truc homo. Ça aurait été un truc hétéro, c'était pareil. Honnêtement, tu mets les choses dans le contexte. Frenchie et Kimiko. Kimiko, en fait, c'est Kamika et c'est un mec. Bah, tu vois une meuf qui arrive et qu'emballe Frenchie dans les chiottes au bout de 3 minutes, c'est la même chose. C'est l'exécution qui est brutale. C'est pas forcément le côté homo. C'est genre, le gars, on sait qu'il est bi. On sait qu'avec Kimiko, c'est pas le même rapport amoureux qu'on pourrait imaginer. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est trop violent. C'est-à-dire qu'on te l'amène, le personnage, on le connaît pas, donc on a du mal à s'assimiler à ce qu'ils ont vécu. Ouais, pour moi, il y a des, c'est des, ouais, c'est des thématiques qui, je pense, me paraissent un petit peu brutales. Enfin, la thématique n'est pas brutale, mais la manière de la faire manque de fluidité. C'est quand on voit, par exemple, Sister Sage, comment elle est introduite, où elle, on a vraiment le temps de comprendre un petit peu ses motivations, avoir quelques dialogues avant qu'il y ait une véritable action. C'est très intéressant d'ailleurs, cette scène-là est vachement bien foutue. C'est aussi pour ça que Sister Sage aime bien le personnage, c'est que toutes ces actions ont un but. Faire 3 martyrs du Homelander et faire passer le peuple de Stella pour finalement les mecs les plus violents en mettant ces cadavres-là dans la foule exprès pour que le Homelander soit acquitté et que on est... il était même déjà acquitté avant d'ailleurs, je crois. Et que il soit dénoué de tout soupçon et que l'ennemi numéro 1 ne soit plus celui qu'on croit, c'est très malin. Mais ça, c'est de la politique. Il y a énormément de rapprochés politiques. Oui, mais parce que Kimiko est différent des autres personnages féminins, c'est pour ça que ça aurait été bizarre sur elle. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà, oui, c'était pour pas éviter les clivages. Mais oui, je suis. Sinon, on se retrouve sur l'idée, hein. Et ça, c'est un peu, voilà, le petit problème que j'ai avec ces 3 premiers épisodes, que j'ai globalement trouvé bon, c'est dans la lignée des précédents. Le seul truc qui change, c'est que c'est peut-être un petit peu moins barré, psychédélique que les autres, mais c'est beaucoup plus introspection, trauma de personnage et travail de scénario. Donc ça, c'est bien, c'est pas un défaut. Ça a été le côté un peu abrupt de certaines séquences. Voilà, Ryan qui manque de nuances par moment. C'est vrai que lui, je trouve qu'il manque un petit peu de nuances sur le côté... bah très vite, on se demande s'il va pas basculer du côté du bien. Ce sera peut-être pas le cas, mais je trouve que ça méritait peut-être de jouir un petit peu plus de son travail avec son père avant. Jeffrey Dean Morgan, je trouve, aurait mérité une entrée peut-être un petit peu plus intéressante. Kimiko et Frenchie, je pense que le travail autour de Frenchie et Colin méritait aussi d'être peut-être un traité un peu plus dans la durée. Mais voilà, c'est de l'ordre du bémol. Si les 5 prochains épisodes sont cultes, voilà, on sera moins impacté. Après, est-ce que on peut faire plus fort que les saisons 2 et 3 où c'est vrai que les saisons 2 et 3, entre Stormfront, le petit soldat, etc.,
il y avait quand même du lourd. C'est vrai que les 3 premiers épisodes de The Boys, actuels de la saison 4, travaillent plus les traumas, travaillent plus la politique, et donc du coup est un peu moins grandiloquente. Ils sont pas forcément au niveau voilà, des grands épisodes des saisons 2 et 3. Maintenant, il y a le temps aussi que ça arrive. Les saisons 2 et 3 ont mis du temps à venir. Erogasm n'est pas venu d'un coup, le petit soldat n'est pas revenu tout de suite, l'affrontement entre Butcher et le Homelander, c'est pareil, il faut le temps que ça se mette en place. Ce qui me dérange, c'est les prochains spin-offs, j'ai pas envie qu'ils tirent sur la corde. Alors les prochains spin-offs, je sais qu'il y a Gen V. Je sais pas exactement ce qu'il y a d'autre de prévu. Alors je sais qu'il y a Gen V, ça c'est sûr. Et que normalement, des personnages de Gen V devraient apparaître dans The Boys, là. Donc, ce qui veut dire que voilà, on est un peu dans un monde maintenant aujourd'hui où tu es obligé d'avoir vu les spin-offs pour à peu près comprendre le délire. Mais oui, on sait qu'il y a des personnages de Gen V qui vont arriver. Le Jeffrey va avoir le temps de briller, j'ai confiance. Ah oui, oui, non, j'ai aucun doute là-dessus. C'est encore une fois, là, c'est une critique des 3 épisodes. Même du côté de Ryan, il y a de grandes chances que l'évolution d'un point A au point B soit intéressante. C'est juste, je trouvais qu'elle manquait de nuances dans les 3 premiers. Et que Jeffrey Dean Morgan arrive un petit peu de manière lambda, comme si c'était un acteur, pas de seconde zone, mais qui était un acteur secondaire, comme on en a des milliers. Là où, à mes yeux, je pense que Jeffrey Dean Morgan méritait une introduction un peu plus grandiloquente, un peu plus intéressante. Voilà, là oui, c'est vrai, c'est Preach pour l'instant, et Mike, je pense qu'il dirait la même chose. Jeffrey Dean Morgan, hormis être l'un des très bons potes de Butcher et avoir un rôle qu'on va deviner très important par la suite, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il n'est pas plus ou moins important, par exemple, il a beaucoup moins d'impact que la présidente de Vought. Voilà, il a une entrée bien moins impactante que le petit soldat. Il a très peu de temps d'antenne en plus dans ces 3 épisodes-là. Il en aura beaucoup plus par la suite, j'ai aucun doute là-dessus évidemment. Mais un acteur de ce calibre-là sur un personnage comme ça, je pense que ça aurait mérité possiblement d'avoir une ouverture peut-être un peu plus grandiose. Ils ont confirmé. Et alors oui, ils ont confirmé que la saison 5 serait la dernière. Donc à mon avis, il va falloir accélérer un peu. Je crois que les comics de toute façon de The Boys sont finis. Donc faudra accélérer un peu pour avoir le final. Je sais pas où ils en sont dans les comics. Mais voilà, il nous reste 5 épisodes. Je crois qu'il y en a 8 en tout. Ça fait peu pour tout résoudre. Avec un ou 2 spin-offs à côté, effectivement. Mais oui, malheureusement, c'est Monsieur Tout-le-Monde de la CIA. Voilà, c'est ça, ouais. Et en tout cas, dans son intro, c'est normal, c'est dommage. Après, il y a 2 éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier est, la série n'est pas finie, donc on ne sait jamais. Il peut très bien avoir une aura exceptionnelle. Et la semaine prochaine, on va voir qu'il est là une demi-heure et on va se dire putain le bâtard. Et 2, la com. Où on en est en général tout le temps victime. On en parlait encore avec le Summer Game Fest, etc. De à coup de communication, on se fait des grosses attentes peut-être pour pas grand-chose. Jeffrey Dean Morgan adore The Boys. Il voulait y aller. Ça fait des années qu'il nous le dit. Ça fait des années qu'il tease autour de Jeffrey Dean Morgan forcément son arrivée. Jeffrey Dean Morgan fait des vidéos pour parler de son personnage, ceci, cela. On a tellement de communiqué là-dessus qu'évidemment on est hype. Donc quand on voit une entrée comme ça, il fallait une entrée Conor McGregor dans son dernier film. Ouais, bien sûr. Mais une entrée, alors c'est pas du tout les mêmes rôles, mais dans la même caté, tu vois. Moi, je pense que tu avais moyen de faire un plan de dos, etc. Tu le vois dans la CIA, balancer 2-3 punchlines avec une musique, parce qu'en termes de soundtrack, The Boys, c'est zinzin. Et puis il arrive comme ça de dos, il voit Butcher, et puis il lui sort une ou 2 phrases, et après tu vois un gros plan sur son visage. C'est un truc qui amorce son arrivée. Pas juste hey, comment ça va? Je trouve que c'est un peu mince pour un acteur de cette trempe-là. Il y a nuance. Oui, c'est ce que je dis, Preach. J'ai aucun doute sur le fait que le personnage sera très probablement intéressant. Maintenant, quand tu as Jeffrey Dean Morgan dans ton casting, je pense que tu n'as même pas un cahier des charges. Mais tu peux pas être en mode on le met de la manière Monsieur Lambda. Je pense. Mais je suis convaincu, voilà, comme Mike. Moi, je parle que des 3 épisodes et de son intro. De la même manière que quand je parlais de Ryan, il y aura forcément des nuances par la suite. Je trouve que juste ces 3 épisodes-là en manquaient un peu. Pareil pour Kimiko, Frenchie et Colin,
où je trouve que Colin et Frenchie, ça manque de traitement avant d'arriver au point culminant qui arrive là très vite, et je trouve que c'est trop abrupt. Mais j'ai pas de doute sur le fait que ça pourra être réussi par la suite. Quand tu vois la manière, par exemple, dont on travaille dans le temps, le Homelander, Sister Sage, des personnages, Ryan, alors Ryan non pour le coup, parce que lui je trouve qu'il manque aussi peut-être un petit peu de nuance, mais on l'a travaillé depuis les dernières saisons, enfin ça fait un moment quand même que Ryan on le bosse. On voit quand ils prennent leur temps, l'aura qu'ils sont capables de donner. Bah ça dépend Mike, il n'est pas du tout en mode Trevor hein, comme personnage. Si Jeffrey c'est un personnage très terre à terre, après il y a ça aussi qui pose question. Jeffrey Dean Morgan, on verra plus tard, ça c'est trop tôt pour le dire, mais on va commencer déjà par poser un constat théorique. Jeffrey Dean Morgan était-il le rôle phare pour jouer un membre de la CIA? Si, admettons, ce membre-là de la CIA est un personnage assez lambda, qui connaît Butcher, qui sort 2-3 punchlines, mais qui n'a pas ce côté clinquant, vraiment très grandiloquent, très puissant d'un Jeffrey Dean Morgan, est-ce que Jeffrey Dean Morgan n'aurait pas pu incarner autre chose? Peut-être de plus en raccord avec, avec la qualité de son jeu. Est-ce que Jeffrey Dean Morgan est arrivé, possiblement aussi dans The Boys? Bah parce qu'en fait, il kiffe les mecs de The Boys, il kiffe la série, et il avait envie, lui, de se faire un kiff, sans être forcément un rôle d'une importance considérable. Ça, on peut pas en parler tout de suite. Parce qu'évidemment, bon, il n'y a que 3 épisodes de passé. Si le personnage ne prétend pas être grand-chose, qu'il ait une intro lambda n'est pas le souci. Je sais pas si là, si la carrière d'un acteur devrait passer avant la cohérence d'une mise en scène et d'un récit. Bah, devrait passer avant, non. Mais ce serait pas la première ni la dernière fois que si on a un acteur, on sait que le public le connaît, voilà, on n'hésite pas à marquer le coup. Si le personnage s'avère être secondaire, évidemment, c'est cohérent, mais si le personnage est destiné à grande chose dans l'histoire, oui, c'est dommage. Oui, non, je suis d'accord. Bah, c'était plus ou moins ce que je disais juste avant de lire ton message, ouais. C'est-à-dire que peut-être que c'est juste un acteur secondaire qui avait envie de se faire un kiff parce que le personnage est pas forcément hyper important, mais qu'il avait envie de se faire kiffer, ça c'est évidemment jouable, hein. Moi, je pense juste que, ouais, quand t'es. Enfin, moi, je pense que dans une série, effectivement, la carrure d'un acteur ne doit pas passer avant, mais quand tu as une carrure d'acteur comme ça, tu peux jumeler les deux. Tu peux faire un travail pour jumeler les deux. Pas forcément que ce soit exceptionnel, mais que ce soit un peu plus travaillé. Tu vois, par exemple, Preach, alors je sais plus si c'était comme ça dans la saison 1 du final de The Boys, mais une soirée mondaine où tu suis un personnage et où tu navigues entre les personnages au fur et à mesure, etc., entre la foule. Et puis en fait, il y en a un au bout. Tu le vois toujours de dos, tu sais pas qui c'est. Puis ça avance, ça avance, ça avance. Et paf, à l'instant T, là, ce mec-là qui était de dos, le seul potentiellement qui était de dos, se retourne et c'est Giancarlo Esposito. Là, ça a de la gueule. Je sais plus si la scène était exactement comme ça, mais tu verrais ce que je veux dire, Preach. T'as pas besoin d'en faire des caisses. Mais c'est Giancarlo Esposito. Tu ne le présentes pas en mode bonjour, j'arrive, je sors de la porte. Il y a un travail de mise en scène pour présenter des mecs de cette carrure-là. Je te dis pas que l'acteur doit bouffer le personnage ou la série. Je dis juste que pour une introduction, tu peux faire un travail. Amuse-toi, t'as une caméra. Amuse-toi, fais de la réal. À la hauteur du truc. Fais une petite réal. Ça se présentait comme ça, oui, et ça claquait. Ouais, il me semble que c'était un truc dans ce délire. Alors, peut-être pas calqué tel quel, mais là, on se disait, ah ouais, putain, Giancarlo Esposito. Là, Jeffrey Dean Morgan, t'es plus, ah, ça y est, il est là. Et puis, tu sais, t'es en mode, ah ouais, bah, c'était expéditif. Comment ça va, Monzaldi? Juste un petit coucou, je sais toujours pas comment c'est The Boys. C'est excellent, The Boys. Faut regarder Monzaldi, The Boys, c'est excellent. Parce qu'en effet, ça sert à rien de faire tout un taquet sur le perso de Jeffrey si au final il va juste être un perso secondaire parmi d'autres seulement parce que c'est Jeffrey. Bah, pas des caisses, mais tu peux faire une petite séquence. Le personnage de Giancarlo est promis à jouer un rôle central dans la série. Le perso de Jeffrey, je le connais pas. Donc je sais pas si c'est une mise en lumière comme ça, c'est pertinent pour le reste. Si c'est censé être un perso important, oui, c'est hyper dommage de pas en profiter. Je vais poser la question dans le chat. Est-ce que pour vous, le rôle de Jeffrey Dean Morgan sera un rôle important dans la mesure où, je vais te dire par exemple, Preach, hein, la dernière phrase qu'il dit au Homelander, c'est écoute, moi, si c'était mon fils, je m'écouterais quand même. Ryan, on doit l'utiliser pour combattre les super ou on doit le tuer. Il n'y aura rien entre les deux. Une phrase comme ça dit à Butcher,
te fait quand même imaginer que les deux vont avoir une grosse importance. Donc ça, voilà, ça c'est... Quand tu as cette phrase-là, Pritch, tu ressens peut-être plus ce que je veux dire, du style, ah ouais, tu sens que le mec, en fait, il va envoyer du lourd, c'est dommage qu'il ait été introduit comme ça. Je le répète, c'est minimaliste. N'empêche pas que l'épisode est très bon, parce qu'il faut trouver 2-3 petits défauts scénaristiques, ou ceci ou cela. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être aussi quelques longueurs par moment, des traitements un peu moins... Des trames narratives un peu moins intéressantes que d'autres. Je pense à Yui, par exemple, et son père, avec l'arrivée de sa mère. Bon, c'est peut-être un petit peu moins intéressant que le reste. Ça donne quelques longueurs narratives. Mais c'est histoire de trouver quelques petits trucs qui auraient pu être améliorés. Mais voilà, c'est... on ne sait pas. Moi, je considère, par contre, Preach, il ne faut pas être d'accord sur tout, que même si c'est un personnage secondaire et qu'il n'a pas une importance considérable, tu es réalisateur, tu peux t'amuser d'une petite mise en scène pour montrer Jeffrey Dean Morgan. Bon, c'est tout. C'est une petite mise en scène pour montrer le personnage de Jeffrey Dean Morgan et ne pas oublier que c'est Jeffrey Dean Morgan que tu as derrière la caméra. Pas faire un truc qui bouffe la caméra ou la série, mais suffisamment subtil pour que tu te dises entrée soignée. C'est tout. C'est tout. Parce que c'est pas n'importe qui. Mais pas pas un truc, parce que là, vraiment, Preach, hein, c'est... En gros, t'as Butcher qui est l'équivalent sur un siège, là, comme s'il allait rentrer dans une salle d'attente. T'entends une voix qui lui parle, il se retourne et lui dit « Ah, t'es là, toi ?» Et puis là, on voit Jeffrey. C'est très expéditif. Je dis pas qu'il faut bouffer le truc ou bouffer le personnage ou voilà. Je dis que amuse-toi de ta caméra, tu peux embellir le truc. Parce que tu sais que t'as un gars derrière la caméra qui peut le faire, même si c'est 10 secondes, même si c'est 10 secondes. Même si c'est un personnage secondaire, le fait que ce soit cet acteur-là, ils auraient pu embellir le personnage et le rendre plus charismatique. Le réal n'est pas obligé de copier-coller le comique. Ah bah oui, mais ça, on peut pas savoir, ça, pour le coup. Ça, il faut attendre la fin de son personnage ou la fin de la série pour savoir. Oui, mais pour moi, il faut concevoir sa mise en scène dans une vision d'ensemble d'un scénario et d'une histoire visuelle. Un réal doit savoir ce qui mérite sa caméra, ce qui est pertinent pour ce qu'il raconte. Oui, je suis d'accord, mais je pense que tu fais une fixette sur un propos que je n'ai pas. Si Jeffrey Dean Morgan, au bout de 8 épisodes, a 3 scènes en tout, et qu'à chaque fois le mec il est obligé de... C'est que du Jeffrey, des intros de bâtards, machin, tout ça, une mise en scène pour 3 scènes de 3 minutes. Là, je serais entièrement d'accord avec toi. C'est un peu ce que je reprochais à Peaky Blinders. C'était le gars sort d'un bar, immense ralenti, grosse musique, on est charismatique, machin. Frérot, tu sors juste d'un bar. Tu marches dans la rue. Tu mets un chapeau. Tu allumes une clope. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, Peaky Blinders, moi, c'est une super série, et c'est un travail de mise en scène et de réal qui est zinzin, mais c'est vrai que, voilà, sublimer, magnifier un mec qui prend une clope ou un truc, ou un énième ralenti juste parce qu'il marche, bon, il y avait des moments où c'était pas forcément nécessaire. Là, je serais d'accord avec toi. Le contexte que moi je dis, c'est Jeffrey Dean Morgan ne doit pas bouffer la série, et ne doit pas avoir non plus un truc où on se dit, voilà... empêcher la vision d'ensemble de la série, juste, bah, au lieu de faire un épisode d'1h10, fais un épisode d'1h10 et 15 secondes, tu fais un épisode d'1h10 et 30 secondes, et tu mets 15 secondes d'un petit amusement pour montrer l'arrivée de Jeffrey Dean Morgan. C'est tout. Après, le reste, tu laisses tel quel. Je demande justement à savoir ce que le personnage raconte. Si le perso est juste secondaire, alors oui, je comprends le choix. Mais si la série fait de lui après un perso hyper mémorable, alors oui, je trouverais ça dommage de ne pas avoir sublimé sa première scène. Bah, moi, tu vois, ça, je me prends moins la tête avec ça, bizarrement. C'est-à-dire que oui, je penserais que c'est encore plus dommage de ne pas l'avoir montré de manière, voilà, mais ça m'entachera pas le plaisir du personnage dans la foulée. C'était juste, je pense que... Mais c'est un problème de riche. Enfin, globalement, c'est même pas très intéressant, globalement, hein, ça se trouve. Mais d'un point de vue de mise en scène, je pense que tu peux avoir le moyen de t'amuser derrière la caméra pour... voilà, même une petite ref ou une connerie. Le nombre de références, tu vois, qui sont faites dans The Boys, tu peux, tu peux faire une petite référence ou quelque chose comme ça, de le sublimer. Je pense pas que ça me gênera non plus. Je verrai juste ça comme une petite occasion loupée. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement le propos. C'est une occasion loupée de s'éclater avec la matière que tu as entre les mains. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pareil, une question peut-être plus importante à poser, c'est Jeffrey Dean Morgan. Est-il le genre... Enfin, oui, il l'est, parce qu'il l'a souvent joué, mais est-il l'acteur parfait
quand tu vois ce qu'il a fait, par exemple, dans Watchmen ou dans Walking Dead ou des trucs comme ça, est-il l'acteur parfait pour jouer un membre de la CIA qui, finalement, dans ses séquences, j'ai trouvé, était un cran en dessous de Butcher, parce que Karl Urban déborde de partout. Est-ce que cet acteur-là... Mais alors, il faudra voir les 5 épisodes. À l'épisode 8, ça se trouve, je vous dirais, ah bah ouais, en fait, gros, genre, le mec est monstrueux, quoi. Genre, il a sorti une scène de malade, un truc de fou. Puis c'est toujours dans la... Jeffrey Dean Morgan, il est quand même toujours dans la retenue. Sauf que Butcher, lui, Karl Urban, il ne l'est pas du tout. Donc, forcément... Mais ça, évidemment, on en parlera par la suite. Euh, Dans Rampage, il joue un mec de la CIA plutôt stylé. Ah ouais, ouais. Alors, dans Rampage, il joue un mec de la CIA qui jouait Negan. C'est aussi ça où moi j'espère voir Jeffrey Dean Morgan de façon différente. Dans Rampage, il jouait Negan, sauf qu'il semblait pas Negan et que c'était un gars de la CIA. Mais c'était les mêmes gimmicks, les mêmes attitudes, les trucs, il penchait un peu de la même manière. Ah, voilà. Et puis tu sentais qu'il était pris pour jouer ça. C'est-à-dire que globalement, il était vraiment pris pour jouer ce style-là. Avec A-Train, j'arrive pas à voir s'il y a du bon en lui. Oui, il y en a. J'en suis convaincu. A-Train, le bon arrive par la rédemption. A-Train, je pense que ce sera pas le genre de gars qui va demander le pardon. Je pense que c'est un mec qui va acter pour avoir un pardon et va faire des actes de rédemption au fur et à mesure pour non pas montrer à tout prix qu'il est bon, mais pour racheter ses fautes d'avant. Ça se voit avec ses neveux, le petit sourire qu'il a quand il pense que c'est son frère qui l'appelle pour le voir, le fait qu'il sauve Yui, des choses comme ça. Je lui donne une espérance de vie très limitée à A-Train. Je pense pas qu'il passe la saison 4. Mais je pense qu'il aura une... Il va avoir une saison et il va avoir une fin où, à mon avis, il aura la rédemption et le pardon de son frère. Je pense que effectivement, c'est un personnage qui, depuis 2 saisons maintenant, retravaille un petit peu son style. Et, oui, non, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises là-dessus. Je pense que c'est seulement le début, mais sa dernière scène de discussion avec Butcher était très intéressante. Il est vraiment très bon dans ses dialogues et dans l'acting. Le personnage me hype, moi je le vois. La caméra à Butcher, je le vois voler la caméra à Butcher s'il continue dans cette lancée. Il la volera pas parce que Jeffrey Dean Morgan est quelqu'un assez calme. Même Negan était assez calme finalement. Il faisait des trucs, c'était des dingueries, mais et puis il avait ce côté qui déborde vraiment parce que forcément il faisait des punchlines, mais il était calme. C'était quelqu'un qui n'était pas forcément dans le... Voilà, tu vois, pas comme Butcher à être ultra incisif, tout ça. Il était très mesuré, très intelligent. Moi, je le vois un peu dans le même délire, là, avec le gars de la CIA. Donc, voler l'acting à Butcher, je pense pas. Mais faire un duo quasi parfait, oui, je pense. Après, bon, A-Train, depuis la saison 1, tout le monde pronostique sa mort. Alors, A-Train, j'ai pas le souvenir que je l'ai vu beaucoup claquer. A-Train, moi, je l'ai jamais forcément mis dans. Il y a des personnages que je voyais pas mourir aussi vite, style Stormfront. Mais A-Train, je l'ai jamais forcément mis dans les potentiels. Lui, je pense que c'est la fin. Là, par contre, étant donné que l'axe de la rédemption devient de plus en plus important, c'est possible. Moi, je pense que la rédemption va être assez actée. Après, il y a des personnes. Stella, j'ai toujours du mal. Stella, alors l'actrice, je lui trouve le charisme d'une huître. Donc déjà, j'y arrive pas. Quand tu vois par exemple la qualité d'acting de la nana qui joue la présidente, ou même de Sister Sage, ou alors t'avais aussi Stormfront qui était génial ou quoi. Stella, j'ai beaucoup de mal et le personnage est important. Comment dire? Le personnage est important pour le scénario. Et malgré ça, je trouve quand même que c'est assez vide. Je la trouve assez vide. Donc j'ai toujours moi du mal avec son jeu, son style et puis voilà ce qu'on lui fait. Hyper inintéressant dans ce développement. Ouais, je trouve que ça se développe pas. Il y a pas de j'arrive, je fais partie des 7, je suis à Vought, machin. Puis là, elle se trouve un petit trauma aussi sur voilà, on peut en vouloir à Vought de m'avoir un peu monté la tronche et puis que ça me soit monté à la 7, le truc des 7, machin, tout ça. Mais ça n'empêche que moi aussi, j'ai fait des saloperies, il faut que je les assume. Ouais, bon, ok, d'accord. Donc tu travailles un petit traitement, un petit trauma, mais je trouve pas ça intéressant du tout. Et je trouve qu'en fait, le personnage n'a jamais eu un développement intéressant, assez vide.
Et globalement, pas du tout au niveau de la caste des gars qui gravitent autour, quoi. Je trouvais Black Noir vachement plus intéressant. Alors que Black Noir, il parlait avec des dessins animés dans sa tête, quoi. C'était vachement mieux retranscrit, je trouve. Cette scène-là est bien aussi. La scène que j'ai mis en photo où Ryan va propulser un mec et se dire ah, putain, je viens de buter un gars. Et puis Homelander. Une phrase qui est très forte du Homelander, c'est les humains, on s'en fout, ce sont que des jouets avec lesquels on s'amuse en attendant de les casser. D'un point de vue d'un super, je trouve ça intéressant aussi. C'est vrai que la meuf qui lui dit ses vérités dans les premiers épisodes de saison 4 est vraiment plus intéressante qu'elle, elle a l'air vraiment meurtrie. Ouais. Et alors ça permettra peut-être de travailler Stella d'une meilleure manière. Est-ce que pour autant, j'ai la conviction que l'actrice sera capable de rendre ça intéressant? Non. Et est-ce que pour autant, Stella est un personnage qui m'intéresse? Non. Par contre, l'autre personnage... Et puis alors l'autre personnage est génial. L'autre personnage dans le genre complotiste serait capable de te dire, bah, vous avez vu de toute façon, je vous l'avais dit, hein, c'est de la faute des roseaux, hein, si aujourd'hui il n'y a plus d'eau. Enfin, c'est capable de te dire n'importe quoi. Non, non, mais il faut pas croire tout ce qu'elle dit. Évidemment que la Terre elle est plate et puis on n'est jamais allé sur Mars. Elle est super, ils font quoi? De toute façon, c'est voilà, tout est complotiste avec elle, mais tout. Et les autres, même le Homelander dit, mais attends, elle a été bercée trop près du mur, c'est pas possible. Elle est tombée sur le jet ski combien de fois celle-là? Et ce personnage-là est vraiment intéressant pour travailler toute la débilité de l'être humain aujourd'hui, où tout est un complot. C'est vraiment, voilà, tout est... ce personnage-là, c'est Jean-Marie Bigard à la radio. Tout est un complot. Tout est un complot, tout est ci, tout est ça, même l'improbable, c'est un complot, c'est... elle, tu la mets en période de Covid, à mon avis, je sais, elle te dit que c'est de la faute des reptiliens, mais le personnage, justement, montre la débilité humaine, la débilité des complotistes, des trucs, des ceci, des cela, et c'est tellement, encore une fois, bah, genre à la The Boys, c'est-à-dire brutal, voilà, violent, dans les propos, dans les trucs extrêmes. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Oui, alors que voilà, oui, Stella est très moralisatrice et bien pensante. Moi, ça m'intéresse pas, c'est trop lisse. Je trouve le personnage trop lisse. Mais non, sinon, c'est trois épisodes qui pour moi font bien le taf, hein, qui font bien le métier. On a beaucoup de traitements de personnages intéressants, l'histoire avance. Euh, Aucun personnage secondaire n'est laissé au hasard. Même la présidente, etc. Quand on la voit retirer son, retirer sa demande de démission parce qu'elle craint pour sa vie, etc. Moi, je trouve qu'elle joue très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est celle qui jouait dans Fear the Walking Dead. Alors, dans Fear the Walking Dead, elle ne m'avait pas marqué plus que ça. Mais alors, dans The Boys, qu'est-ce qu'elle joue bien, elle? Dans le truc complètement mégalo, complètement ahuri, fort avec les faibles et faible avec les forts, mais en même temps apeuré de savoir que sa vie peut partir comme ça si elle fait la moindre dinguerie. Moi, je trouve que le, 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 le personnage et surtout l'actrice est hyper intéressante. Et Valerie Curie, elle est pas là encore dans les trois premiers épisodes. Valerie Curie, elle, attends, ça me dit rien. Valerie Curie. Euh... Et bah si, c'est la meuf des réseaux sociaux, celle-là, Roawin. Je connaissais pas l'actrice. Si, si, Valerie Curie, c'est la nana qui fait croire à tout le monde que tout est complotiste. Et Firecrack. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah, c'est la nana qui a pratiquement pas de pouvoir, mais qui fait croire à tout le monde que t'es complotiste. Puis alors complotiste avec tout, hein. Dieu, la religion, les trucs, les machins. Il y a même une sorte de Comic-Con des complotistes à un moment donné, ce qui est très drôle. Et elle est excellente. Elle est excellente. Elle joue hyper bien. Je regarderai avec intérêt le prochain épisode maintenant que je sais que c'est Kara dans Détroit, ouais, parce que j'avais pas tilté. Mais oui, oui, non, très bien. Juste pour savoir, tu feras aussi des lives sur la saison 2 et évidemment de House of the Dragon. Bien sûr, mon Cyril, on se retrouvera dès mardi prochain. Après, ce sera tous les lundis, mais la semaine prochaine, ce sera mardi puisqu'il y a le match de l'équipe de France. Mais oui, on aura du House of the Dragon. Quand la saison commence, on se retrouvera pour 8 semaines de House of the Dragon tous les lundis ou tous les mardis hein, pour débriefer épisode par épisode en légende.
Et puis on se mettra par la suite, bien sûr, on se mettra par la suite, bien sûr, à l'arrière de la gueule sur la chaîne secondaire. Tu as mis la plateforme Max, moi je la mets demain. J'ai pas encore eu le temps, je la mettrai ce week-end puisque de toute façon elle est pas très chère et il faut que je le fasse pour House of the Dragon. J'ai pas encore eu le temps, mais oui je la mettrai prochainement. Après là voilà, c'est un condensé. C'est vrai que je voulais faire ça en 1 heure et demie, c'est des bons formats. Là il y a 3 épisodes. Alors forcément il peut manquer pas mal d'informations. Je pense qu'on a quand même parlé beaucoup de l'essentiel. Euh, le côté politique, etc. On a quand même parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions sur des segments peut-être dont j'aurais pas forcément parlé? Les segments un peu trash, on en a parlé aussi. Que ce soit comment le gars qui se dédouble à l'infini là où ça devient une scène hyper sanglante et des choses comme ça. Il y a beaucoup de scènes assez hard quand même par moment. Mais oui, je pense que ça fait déjà une belle petite analyse là, des 3 premiers épisodes. Alors après, épisode par épisode, on pourra revenir évidemment encore plus voilà, avec intérêt. La VF d'Ambrosius, c'est la VF de Tilda Swinton. Alors là, pour le coup, j'en sais rien parce que Tilda Swinton, je n'ai pas la mémoire de sa voix française. Donc ça, je peux pas te dire, ouais, oui. Aucune idée. Tes prochaines théories Une théorie, moi, qui me paraîtrait intéressant, ce serait, quitte à ce qui passe complètement du côté obscur, j'aimerais bien une théorie où finalement Ryan pète complètement les plombs et devienne une entité à part entière. C'est-à-dire peut-être que la future mort de Butcher ou le fait de ne pas réussir à le sauver ou des choses comme ça en font un antagoniste qui se retourne contre son père et que ça devienne la menace absolue, par exemple. Enfin, quelque chose comme ça. Moi, vis-à-vis de Ryan, je le verrais bien avoir une espèce de situation comme ça. C'est quoi ta théorie, mon Mike? Après, je pense à Ryan parce que je l'ai en visu, mais intrigue aussi sur qui sera le dernier membre des 7. Pour l'instant, il n'y en a que 6. J'aimerais bien avoir une intrigue sur les membres des 7. Que A-Train meurt des mains du Homelander parce qu'on comprend que c'est lui la taupe, ça, à mon avis, ça peut être une théorie probable. Ah non, je sais rien du comics, Mike. Rien du tout. Je les ai jamais lus, je les ai même jamais ouverts. Il faut que je les achète. Ça, c'est indéniable. Mais je ne sais absolument rien des comics. Donc pour moi, oui, là, évidemment, les lives que je vous donne, c'est comme House of the Dragon quand je les ferai. J'ai pas lu les bouquins. Donc vraiment, c'est pour moi théorie et découverte à 100%. Hein. Ce qui est intéressant pour vous d'ailleurs, comme pour moi, parce que ça vous donne un avis différent, un peu plus cinématographique et peut-être plus orienté travail scénaristique. Mais en même temps, vous, ça vous donne aussi la plus-value de vous dire, ah, tiens, il n'est pas au courant de ça, 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 donc ce sera intéressant à jauger. Je ne sais d'ailleurs pas du tout si la série est très proche des comics ou non. Hein. Ça c'est pareil, je ne sais pas à quel degré les deux arrivent à être liés. Je vais attendre la petite théorie de Mike et puis après on s'arrêtera très probablement pour ce soir. Un retour de Queen Maeve selon toi? Pour moi oui, elle veut tuer le Homelander, donc dans une bataille finale elle vient. Oui, possible. Alors pas forcément nécessaire, mais possible oui. Mais pas forcément. Bah, en fait c'est moi mon problème. Je suis pas fan des retours tout le temps. Genre Queen Maeve, on la prenait pour morte, et puis finalement elle est revenue, ça fera encore un autre retour. Je suis pas fan des retours à outrance, donc pas forcément nécessaire, mais plausible. Si tu veux de refaire une interlude sur la saison 4, tu la centrerais peut-être sur Ryan, s'il y a matière à discuter dans la saison. Alors, les 3 premiers épisodes donnent déjà matière en bien ou en pas bien, oui, je pense. Là, il n'y a pas de ce que ou l'aspect politique. Le lien entre The Boys et la politique me plaît bien. Ce que je vous dis, hein, c'est très estampillé démocratie, démocrate, républicain, gauche-droite, Amérique puritaine versus Amérique woke, LGBTQ+, etc., etc. Je serais peut-être parti sur des côtés politiques. Alors, il y a certains personnages qui ont vraiment les visages, en fait, avec les industries, les puissances télévisées, Hollywood, cinéma politique, etc. aussi, tout un tas de choses comme ça. Il y a tellement à dire sur le côté politique, même rapproché au cinéma, tu vois, où finalement les films votent, c'est que pour prôner une propagande.
C'est tellement riche là-dessus que ça aurait pu être un axe quand même. Tu trouves que The Boys est le porte-étendard de Prime Video? Ah oui. Oui, 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 oui. The Boys, je pense que c'est le programme phare d'Amazon. Ouais, ouais. Ouais. Aujourd'hui, il y a ça. Il y a Invincible. Techniquement, il y a quelques films, mais c'est pas forcément le même point de vue. J'allais dire peut-être éventuellement Le Seigneur des Anneaux, mais ça a quand même bien merdé, donc bon, c'est encore autre chose. Mais oui, largement. Largement. Et c'est sur ces belles informations que nous allons nous laisser. Je vous raide chez Horasia qui est en stream ce soir en immense légende. Merci à tous d'avoir été là, c'était bien cool. Il y aura probablement plus de monde la semaine prochaine puisque, je vous le dis, la semaine prochaine, il n'y a qu'un épisode, donc ce sera rattrapé à mon avis pour le plus grand nombre. C'était quand même bien sympa, n'hésitez pas à voir ou revoir les épisodes, donnez votre avis dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. Venir depuis YouTube sur Twitch si jamais vous êtes chaud pour les regarder directement en live et donner votre avis. On se donne rendez-vous, nous, sur Twitch demain pour Duel Blade. Et puis, pour ceux qui aiment le cinéma et la série, ce sera mardi pour du House of the Dragon. Des bisous en légende.